Pour moi, la créativité, c'est la capacité de matérialiser son imagination. Bonjour, cher public. On est dans une autre émission de l'art et la créativité. Aujourd'hui, je suis avec Rémi Couture. Bonjour, Rémi. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Très content que tu es là et d'avoir accepté notre invitation, que tu as accepté l'invitation. Et on plonge directement dans ton objet fétiche. Qu'est-ce que tu nous as apporté comme objet symbole fétiche? Ben, je dirais pas, peut-être pas fétiche, mais je dirais plutôt une source d'influence symbole de l'horreur en général, qui est un des tueurs, je te dirais, un des personnages des États-Unis qui a marqué l'histoire des films d'horreur. Et c'est Edward Gein, sous le pseudonyme de Ed Gein. Ed Gein est un personnage un peu mystérieux, si on peut dire. Il déterrait des cadavres, il se faisait des costumes de peau humaine. Le film Silence des agneaux était inspiré de ce personnage-là. Texas Chainsaw Massacre aussi pour l'influence plus sur les masques de peau humaine. Donc c'est... Tout un personnage, là? Ouais, c'est... Donc, après avoir lu beaucoup sur lui, ben, je veux pas, ça allait alimenter beaucoup ton imagination, mon imagination dans le domaine de l'horreur. On va plonger dans les sujets, justement. Et comment c'est né cette fascination pour l'horreur et tout ça, tout cet univers-là un peu dark? Ben, moi, je mettrais la faute à Michael Jackson. Ah oui? Ouais. Ah, Michael Jackson! Non, mais quand j'étais jeune, j'étais tout petit, j'écoutais le vidéo trailer avec les making-of. Oui, qui est... Donc, c'est génial, Thriller. Là, j'étais un petit bout de chou, j'étais un petit gamin, puis j'étais fasciné par tout l'univers, non seulement de l'horreur, mais parce que genre, mon père avait acheté, je crois, la cassette qui montrait les making-of, tout le processus du maquillage. Ah oui, tu as vu ça? Ouais, donc, c'est un peu le premier contact, si on veut, avec le milieu autant de l'horreur que du maquillage. Et puis, petit à petit, tu rentrais dans le cinéma, dans cet univers, que ça t'a attiré aussi, l'univers cinématographique? Mon parcours, je pourrais dire, avant d'aller dans le maquillage, je faisais beaucoup de peinture, donc depuis du dessin, peinture. Donc depuis petit, tu dessinais beaucoup? Ça a commencé sur les murs de ma chambre. Et puis, non, mais c'est ça, j'ai fait beaucoup de airbrush, aérographe en français. J'ai fait beaucoup de peinture sur des tanks de moto, casques de moto. Puis petit à petit, j'ai délaissé la peinture pour m'en aller dans le maquillage, parce que, bon, souvent dans le maquillage, on utilise aussi ce médium-là, qui est l'outil, le airbrush. Mais il y a eu quelque chose qui t'a comme motivé d'aller vers les maquillages, surtout effets spéciaux, parce qu'il faut dire que tu es spécialiste dans ça. Mais c'est surtout aussi les films Hellraiser. J'étais passionné des films, je ne sais pas si vous connaissez Hellraiser. Donc c'est ça, je commençais à m'intéresser beaucoup plus, et non seulement juste aux films d'horreur, mais plus sur le processus de création d'un film d'horreur. Alors, je regardais, surtout avec l'arrivée des DVD, ce que les cassettes VHS n'avaient pas vraiment à l'époque, tous les bonus avec les making-of. Donc, avec l'arrivée du DVD, j'ai racheté comme tous les Hellraiser, puis là, il y avait tous des bonus. Donc, là, je me suis mis à regarder beaucoup les making-of. Puis là, puisque je suis curieux, j'aime essayer des choses, là, je voulais comme essayer, OK, comment qu'on fait. Je me suis informé où acheter les produits. Donc tu es un autodidacte, si je comprends bien. Wow, ça a commencé. Est-ce que tu n'as jamais pris des cours justement pour toucher un petit peu ton côté maquillage? Non. Il n'y a pas J'avais voulu commencer un cours, mais finalement, ça n'avait comme pas eu lieu. Et puis, j'ai été engagé dans un studio à Montréal. Un peu comme apprenti, donc en même temps... Ça t'a aidé un petit peu. Rendu là, j'ai comme upgrade un peu mes techniques, parce que là, je travaille avec des professionnels, des gens qui sont dans le milieu depuis très longtemps. Donc, ça m'a permis aussi d'apprendre davantage. D'apprendre et de t'inspirer. Et comment ils sont réagis tes parents quand tu les as annoncés, bon, je vais faire le maquillage? Je crois que ma mère... Effets spéciaux. Je dirais que
aucune surprise parce que depuis que je suis petit, je dessine des têtes de mort puis des corps découpés en morceaux. Donc, c'était juste la suite. C'est quoi la suite? Rémi au lieu que ça soit sur une toile ou sur du papier, mais là, c'était concret, c'était du 3D. Alors... Ils t'ont appuyé, ils t'ont dit « Ah, c'est bien, toujours, là, toujours. oui. » On sent beaucoup de passion et de créativité. Et de la façon dont tu l'exprimes, je pense que c'est bon, là, parce que même les Grecs, dans l'époque antique, ils faisaient à travers les présentations mettons, les théâtres, le public était là, ils voyaient des choses parfois atroces, mais c'est ça qui les aidait à surmonter. Donc, je trouve que l'art est très bon pour ça. Ça aide à surmonter des choses. Au lieu de qu'on aille, je ne sais pas, frapper quelqu'un, on va créer. C'est très créatif. Tu es une personne très créative, Rémi. Au contraire, c'est très bien que tu fais ça. Et à travers tes travaux, et puis je pense que les gens qui voient ça, ils transcendent des choses aussi à travers l'art. C'est très bien. L'art aussi, c'est pas toujours... c'est pas nécessairement beau. Bon, mais non. Donc, parce que nous, on n'est pas seulement bon. On est aussi, on a un côté d'art en nous. Il y a des personnes qui arrivent à l'exprimer, comme toi, et bravo. Il y a d'autres qui on essaie de cacher ça. Et moi, je pense que pour être complet, personnellement, il faut exprimer les deux côtés. Parce que sinon, on va étouffer. Et puis, je trouve, moi, personnellement, il faut l'exprimer aussi. Mais je crois pas que c'est tout le monde non plus qui ont ce besoin-là. Certaines personnes ont ça aussi. Plus ce besoin de sortir. Explorer, aussi une rage intérieure ou... peu importe, un état d'âme, un état d'esprit. Mais parle-moi tout à fait de ton... Quand tu as commencé, que tu as plongé déjà, tu dis, c'est le maquillage que je vais faire, les étapes pour faire, par exemple... On parlait tantôt avant qu'on commence l'interview, que c'est tout un... comment dire, des étapes tout à suivre. C'est un processus, voilà, merci pour les mots. Un processus, c'est pas juste... Ah, voilà, j'ai déjà fait ça. Non, explique-moi les processus, étape par étape. Mettons quelque chose que tu fais. Bon, même temps advenant, nous, dans le milieu, on ne dira pas un masque, on va dire plus une prothèse, parce qu'une prothèse, ça va être quelque chose qui va être collé sur ton visage. Et un masque, c'est quelque chose que tu t'appliques, pas t'appliques, mais que tu mets, que tu peux enlever au besoin. Pour faire une création d'une prothèse, peu importe le personnage ou que ce soit une tête difforme. Donc, au début, il y a toujours le moulage corporel. Donc, si on fait le moulage de la tête, par exemple, de la personne. Ensuite, je ressors sa tête en plâtre. Je fais une sculpture en plasticine ou en argile. Ensuite, il faut que je fasse un moule de cette sculpture-là. 1, 2, 3 déjà. Par la suite, là, je saute des étapes là, parce que souvent, des fois, il faut que tu fasses un moule. Ensuite, tu refasses un autre moule du derrière, du devant, pour créer un moule du devant, du derrière de la tête, par exemple. Je comprends. C'est pas évident. Il faut chercher les points d'appui pour les supports, n'est-ce pas? C'est tout un processus. Tu as des prothèses plutôt de vieillissement, mais c'est pas juste une prothèse. Des fois, c'est comme le front, la joue, gauche, droite, le cou. Les lèvres, le nez. Donc, des fois, c'est tout en découpé. Tout est séparé, ça dépend toujours du maquillage, mais dans certains cas, tu as besoin de tout séparer. Donc, c'est tout aussi comprendre la morphologie, tous les mouvements du visage. Donc, voilà, c'est créer les moules. Ensuite, c'est injecter une prothèse, encapsuler une prothèse, l'injecter. Ensuite, là, c'est la démouler. La démouler aussi, ça demande... oui, parce que si tu ne l'as pas bien moulée, après, ça va casser, ça va briser. Si tu la démoules pas bien, mais tu peux toute la déchirer. Donc, tout ça, c'est du travail très minutieux. Par la suite, une fois que tu as la prothèse, bon, mais là, c'est l'appliquer. L'appliquer aussi, c'est pas juste mettre de la colle. Non, malheureusement. Ça. C'est y aller étape par étape, suivre tous les mouvements, toutes les parties que tu veux coller. Encore là, si c'est une grosse prothèse, c'est encore plus difficile parce que là, ta prothèse est lourde, il faut qu'elle soit centrée. Quand c'est des petites prothèses, bon, mais là, tu y vas petit par petit. Mais tout ça pour dire que juste l'application est une technique en soi. Par la suite, c'est le maquillage, qui est un peu la cerise sur le sundae. C'est ce qui donne vie aussi à ta prothèse. Oui, à la prothèse. Puis après, il y a le démaquillage. Le démaquillage, parce que c'est pas quelque chose que tu enlèves comme ça. C'est sûr, ça ne demande pas une technique, mais c'est juste... Des fois, on peut mettre 2-3 heures à démaquiller une personne
quand tu as mis 2-3 heures à le maquiller. Donc, donc c'est un long processus. Et lorsqu'on voit, mettons, dans un film, un personnage qui revient dans plusieurs scènes, advenant qu'il y a 20 journées de tournage, mais on coule 20 prothèses. Tu comprends? Chaque matin, on applique la prothèse. Le soir, on l'enlève, mais la prothèse est plus bonne. Donc, encore faire une autre. C'est pour ça qu'on en coule plusieurs. Puis le soir, on l'enlève, on la déchire parce qu'elle n'est plus réutilisable. Le lendemain, on en remet un autre pour faire le même maquillage. Et tu dois maîtriser plusieurs techniques, plusieurs médiums aussi. Plusieurs médiums aussi, parce que c'est juste les plâtres, mais il y a les silicones, il y a plein il y a tout. Plein de médiums. Forme latex, silicone, tous les matériaux pour le moulage, des résines. Et après, comme tu dis, les maquillages aussi, ça c'est un autre métier aussi. Il y a différents types de maquillage. Comme nous, on utilise, dans le cinéma de plus en plus, c'est des prothèses en silicone. Donc, on les maquille avec un maquillage à l'alcool, 99%. Donc, il y a plusieurs types de maquillage, comme il y a plusieurs types de colle pour appliquer les prothèses, etc. Donc, c'est tout un univers. Hein, on n'a même pas une idée. C'est pour ça que je suis très contente que tu sois là, parce que tu es le premier maquilleur d'effets spéciaux invité ici, pour que tu nous parles de tous les longs processus. Ce n'est pas juste... C'est un investissement, puis c'est des techniques aussi qui évoluent. Souvent, justement, il y a des nouveaux produits qui sortent. Donc, c'est toujours aussi se tenir au courant de toutes les vagues des nouveaux produits. Parce que, bon, avant, c'était beaucoup du foam latex. Aujourd'hui, on délaisse de plus en plus le foam latex, puis on s'en va beaucoup plus vers le silicone. Mais c'est un produit qui coûte 4 fois le prix. Donc, bien sûr, c'est tout aussi. Au début, quand tu es autodidacte, très cher. Ça revient cher. Et puis, parle-moi aussi des personnes qui t'ont influencé. Mettons, est-ce qu'il y a des maquilleurs, des effets spéciaux qui t'ont influencé? Oui, tout comme Tom Savini, qui est aujourd'hui de plus en plus acteur. On l'a vu récemment dans Machete, mais lui... C'est plus... Lui, Tom Savini, il fait partie des pionniers aux États-Unis qui ont fait évoluer les techniques d'effets spéciaux. Rick Baker. Sinon, il y a Rick Baker, Dick Smith. Voilà. Dick Smith, ces trois-là, je pourrais dire, c'est... Tes préférés? Mes préférés, c'est souvent, c'est eux qui ont créé la plupart des choses qu'on fait aujourd'hui. Ça vient d'eux, c'est eux qui ont poussé les techniques. Donc, le savoir de tous les maquilleurs aujourd'hui, ça vient beaucoup aussi de ces gens-là. Donc, c'est un peu les maîtres des maquillages, si on peut dire ça. Sauf qu'aujourd'hui, veut pas, avec l'arrivée d'Internet puis tout... C'est ça, je voulais te parler. Est-ce que ça te fait peur parce qu'il y a une connotation de 3D puis tous des nouveaux médiums et tout ça? Je dirais qu'on combine beaucoup les deux. Mettons, tu regardes la série Walking Dead, qui est hyper populaire. Il y a beaucoup des deux. Il y a beaucoup du vrai maquillage, mais il ajoute aussi l'effet CGI, qu'on dit, l'effet ordinateur. Un peu tricheur. Donc, je trouve que non, mais le mélange des deux, je trouve que c'est génial. Lorsque c'est juste ordinateur... C'est ça que je voulais te dire, les ordinateurs aussi, parfois... Peut-être un jour, ça va venir vraiment au point, mais... On peut voir des défauts encore, non? Oui, mais c'est sûr que d'ici quelques années, d'après moi, on n'aura plus ce problème-là. Mais je crois aussi, au niveau des acteurs... Jouer juste derrière des green screens puis des gens qui sont juste... c'est pas le vrai. Je trouve que ça l'enlève quand même le côté... Oui, mais plus vivant, je sais pas, là, n'est-ce pas? C'est comment... Et justement, qu'est-ce que tu trouves comme facile, ton milieu, et difficile dans le stress, c'est ça? Mais plus facile, plus que tes coups forts, si je peux dire, dans ces milieux-là? Moi, j'aime bien tout ce qui est très saignant, très gory. J'aime faire d'autres types de maquillage, mais... Oui, ça, il faut le souligner que tu fais d'autres maquillages, pas seulement les comme fantastiques ou les un peu horreur, excuse-moi, je continue, mais aussi... Non, mais c'est sûr que c'est pas ma tasse de thé, sauf que si j'ai à faire un projet, puis on me demande de faire, je vais le faire quand même. C'est sûr que j'aurais peut-être pas autant de fun. C'est tout intéressant sur le plan de création, parce
que, bon, c'est le fun de sortir de sa zone de confort aussi, aller dans des zones qu'on n'a pas trop explorées. Un peu, là. Puis des fois, ben, c'est ça, c'est encore plus stressant parce que justement, tu l'as jamais fait, tu n'as jamais fait de vieillissement, donc là, il faut que tu fasses un vieillissement. Mais par exemple, lorsqu'on me demande, OK, on fait un ventre ouvert, éclaté, les intestins. Ça, c'est toi, là. Mais là, c'est comme... Comment tu vois la différence de l'acceptation du public par rapport à tes photos, les expositions que tu as déjà faites, et puis les vidéos que tu as fait aussi, mettons que c'est plus vivant, là, je sais pas. Tu vois une différence de l'acceptation du public ou bien tu vois? Ben, une photo, comment je pourrais dire, une photo peut choquer autant qu'une vidéo, mais bon, aujourd'hui, c'est parce que, comment je peux expliquer, avec l'arrivée d'Internet, les gens, ils vont être portés à tout croire ce qu'ils voient. Lorsque tu fais une exposition de photos dans une galerie, dans un bar, les gens sont conscients que les photos qui sont là, c'est de l'art, tu comprends? Lorsqu'on prend une photo qu'on retire, mettons, de mon site Internet, puis qu'on le balance sur le web en y appropriant une histoire qui est totalement hors contexte, les gens vont croire ça. Les vidéos, c'est un peu la même chose. Une vidéo que tu vas regarder, un film que tu vas aller voir au cinéma ou un DVD que tu vas aller te louer, tu es conscient que c'est un film. Donc, sur le web, des fois, les gens vont prendre des extraits. Ils vont te plugger des extraits hors contexte. Les gens ne savent plus si c'est vrai, si c'est pas vrai. Tu comprends? Il y a tout ça aussi sur le web qui vient un peu mélanger tout le monde. On prend n'importe quoi, on fait dire n'importe quoi, n'importe quelle image. Mais c'est sûr que, pour revenir à ta question, lorsque c'est une exposition de photos, les gens sont pleinement conscients, mais... Rémi, ça passe le temps rapidement, donc on va partir à la pause. Ouais. Et puis on revient dans quelques instants.